Je m'appelle Olivia Bennett et j'avais 20 ans quand j'ai finalement ruiné la tradition de Noël préférée de ma famille, ce qui m'a forcé à garder tous les enfants de la maison pendant que les adultes célébraient en bas. Dès mon arrivée de l'université, ma sœur aînée m'a mis un sac à langer dans les mains et a dit « Emmène-les à l'étage ». Nous sommes sur le point d'ouvrir le bon vin. Derrière elle, mes parents mettaient déjà le couvert à la table des adultes. Aucune de ces places n'était pour moi. Pendant 5 Noëls, j'avais manqué le dîner, les cadeaux, les conversations et même les photos de famille parce que quelqu'un décidait toujours que j'étais meilleur avec les enfants. Cette année-là, la maison était de nouveau bondée. Les manteaux couvraient les escaliers, les proches riaient dans la cuisine et une foule d'enfants était dirigée vers moi avant même que j'aie pu enlever mes bottes. Ma sœur souriait comme si l'arrangement avait déjà été approuvé. « Tu connais la routine » a-t-elle dit. J'ai regardé le sac. Puis la salle à manger où tout le monde se préparait à profiter de la fête pour laquelle j'avais voyagé 4 heures. « Non » ai-je dit. « C'est fini. » Son sourire a disparu. Ma mère a failli laisser tomber une cuillère de service. Mon père a demandé si l'université m'avait rendu égoïste, mais ma sœur s'est approchée et a baissé la voix. Elle m'a dit que si je lui faisais honte devant la famille, elle s'assurerait que mes frais de scolarité disparaissent avant le début du prochain semestre. Elle s'attendait à ce que je panique. Au lieu de cela, j'ai posé le sac à langer par terre, je suis passé devant elle et j'ai pris la chaise vide à la table des adultes. Le lendemain matin, je les avais tous bloqués. 3 semaines plus tard, ils sont apparus devant ma résidence universitaire. Et ce qui était arrivé à la vie parfaite de ma sœur était bien pire que tout ce que j'avais prévu. Avant que je vous dise pourquoi ma sœur croyait contrôler mon éducation et ce qui s'est passé après que j'ai coupé les ponts avec toute ma famille, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Pour comprendre pourquoi ce simple mot au nom a ressemblé à un acte de rébellion, vous devez comprendre le rôle que ma famille m'avait assigné bien avant que je sois assez grande pour le contester. J'ai grandi à Nippville, près de Chicago, 12 ans de moins que ma sœur Brooke. Au moment où j'apprenais mes tables de multiplication, elle collectionnait déjà des réussites qui remplissaient notre maison comme des preuves encadrées que notre famille avait produit quelqu'un d'important. Brooke était charismatique, soignée et douée pour que chaque pièce s'organise autour d'elle. Quand elle obtenait une promotion, nous dînions dans un restaurant cher. Quand j'ai gagné un concours de sciences à l'échelle de l'État à 14 ans, maman a placé le certificat sur le réfrigérateur pendant 2 jours, puis l'a retiré pour faire de la place à l'annonce des fiançailles de Brooke. J'ai appris à ne pas demander pourquoi. J'ai appris à célébrer discrètement, à résoudre mes propres problèmes et à accepter que le fait de demander peu d'entretien était ce qui se rapprochait le plus d'une identité familiale pour moi. Le babysitting a commencé quand j'avais 15 ans. Brooke venait de devenir mère. Et un samedi, elle est arrivée chez nous avec un sac à langer, un siège auto et l'expression épuisée de quelqu'un qui avait déjà décidé que son problème appartenait à quelqu'un d'autre. « J'ai seulement besoin de 2 heures », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue avant que je puisse répondre. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. 2 heures sont devenues 6. J'ai annulé mes projets avec un ami, j'ai fini mes devoirs après minuit et je n'ai reçu aucun remerciement parce que tout le monde se comportait comme si on m'avait accordé un privilège. Maman m'a dit qu'aider Brooke nous rapprocherait. Papa a dit que les responsabilités familiales étaient plus importantes que les divertissements d'adolescents. Brooke m'appelait sa petite sauveuse, ce qui semblait affectueux jusqu'à ce que je réalise que l'expression apparaissait toujours juste avant une autre demande. Le schéma s'est développé pendant les vacances. À Halloween, Brooke a promis qu'elle n'avait besoin que de temps pour assister à un événement de bureau, puis elle est rentrée après minuit pendant que j'enlevais des bonbons d'un costume et que j'essayais de finir un devoir d'algèbre. À Thanksgiving, elle a dit qu'elle prendrait le relais après le dîner, mais je n'ai jamais atteint la table. À Noël, la famille a découvert que l'arrangement pouvait s'étendre. Si je pouvais garder les enfants de Brooke, pourquoi pas les jumeaux d'une tante? Pourquoi pas le couple agité d'un cousin pour juste 1 heure? Bientôt, les adultes entraient dans la maison en disant déjà à leurs enfants, « Allez trouver Olivia ». Personne ne me demandait. Ils m'annonçaient. Brooke était assez intelligente pour transformer l'exploitation en éloge. « Tu es naturellement attentionné », disait-elle en plaçant un manteau sur mon bras. « Les enfants t'adorent. Honnêtement, tu es meilleur à ça que nous tous. » Si je résistais, son ton changeait. Elle me rappelait qu'elle m'avait conduite à l'école une fois quand maman était occupée, ou qu'elle m'avait acheté un cadeau d'anniversaire ou permis d'emprunter un pull.
Chaque acte ordinaire de sororité devenait la preuve que je lui devais un accès illimité à mon temps. Maman renforçait cela en disant, Brooke a une carrière exigeante. Tu es jeune. Tu as de l'énergie. Papa préférait l'expression, tout le monde contribue. Étrangement, la contribution signifiait toujours que les adultes mangeaient, parlaient, échangeaient des cadeaux et se reposaient pendant que je gérais les conséquences de leur choix dans une autre pièce. À 17 ans, j'avais commencé à documenter le schéma dans un carnet caché derrière mes manuels scolaires. J'y notais les dates, les promesses, les heures et les projets que j'avais annulés. Je ne savais pas ce que je ferais un jour de ce registre. Je savais seulement que j'avais besoin de preuves que je n'imaginais pas l'injustice. Noël, 7 heures, pas de dîner. Pâques, 5 heures. Groupe d'études manqué. Réunion de famille, 9 enfants, personne n'a demandé. La liste donnait forme à quelque chose que l'on m'avait appris à ne pas nommer. L'amour était censé être généreux. Ce que je ressentais, c'était un travail obligatoire enrobé de compliments. Mon évasion est devenue l'éducation. J'ai postulé dans des écoles suffisamment éloignées pour que personne ne puisse déposer des enfants à ma porte sans planification. Quand l'université du Michigan m'a accepté avec une bourse d'études académiques partielle, j'ai pleuré dans la bibliothèque de l'école. Non pas parce qu'Ann Arbor avait toujours été mon rêve, mais parce que la lettre d'acceptation ressemblait à une clé. Brooke a immédiatement suggéré que j'aille dans un collège communautaire voisin. Maman a qualifié cela de pratique. Papa a dit que vivre à la maison permettrait d'économiser de l'argent. Brooke a ajouté, trop nonchalamment, que je pourrais continuer à aider pendant la semaine. C'est alors que ma grand-mère, Evelyn, a clos le débat. Mon défunt grand-père avait créé des comptes d'éducation pour chaque petite fille, et elle contrôlait le mien. Olivia va au Michigan, a-t-elle dit. Le fonds couvrira ce que sa bourse ne couvre pas. Pour une fois, Brooke n'a eu aucune réponse. Je suis parti cet automne-là en croyant que la distance changerait la façon dont ma famille me traitait. J'avais tort. La distance n'a pas mis fin à leurs attentes. Elle leur a seulement appris à faire paraître ces attentes urgentes au téléphone. L'université m'a offert la première vie ordinaire que j'ai jamais connue. Je partageais une chambre de résidence avec une étudiante en soins infirmiers nommée Maya, j'ai rejoint un club de robotique, j'ai travaillé à temps partiel à la bibliothèque du campus et j'ai découvert que les week-ends pouvaient appartenir à la personne qui les vivait. Je pouvais étudier, assister à un match de football ou ne rien faire sans entendre que quelqu'un d'autre avait besoin de moi. Cette liberté était si simple qu'elle me mettait parfois en colère. Mes amis se plaignaient de parents qui posaient trop de questions ou de frères et sœurs qui empruntaient des vêtements. Je me demandais ce que ce serait de rentrer à la maison pour les vacances et de rester une invitée au lieu de devenir du personnel non rémunéré. Les appels ont commencé avant la fin du mois d'octobre. Brooke a demandé si je rentrais pour Thanksgiving. Si je mentionnais les examens, elle disait que les enfants avaient parlé de moi. Si j'hésitais, maman me rappelait que le fonds d'éducation de grand-mère existait parce que la famille soutenait la famille. Brooke répétait cette idée de manière plus agressive. Nous faisons tous des sacrifices pour ton éducation, a-t-elle dit une fois, bien qu'elle n'ait jamais payé $1 pour cela. Le moins que tu puisses faire est de nous donner quelques heures. Mon premier Noël après avoir quitté la maison a suivi l'ancien schéma avec plus d'efficacité. Brooke m'a accueilli à la porte, m'a serré dans ses bras et m'a immédiatement donné des instructions. Ma chambre d'enfant avait été transformée en ce que maman appelait la salle de vacances des enfants, avec des jouets, des collations et une barrière pliante. Quelqu'un avait soigneusement planifié la pièce. Personne n'avait prévu de siège pour moi en bas. J'y ai passé près de 8 heures. Quand je suis finalement descendu, le dîner avait été débarrassé. Maman m'a offert des restes et m'a demandé si je pouvais remplir le lave-vaisselle. Brooke prenait des photos à côté du sapin, publiant sur le fait d'être reconnaissante pour le temps en famille. L'année suivante, j'ai essayé de négocier avant de voyager. J'ai dit à maman que j'aiderais pendant 1 heure, puis que je rejoindrais les adultes. Tout le monde a été d'accord. Le jour de Noël, 1 heure est devenue 7. Chaque fois que j'essayais de partir, quelqu'un disait qu'un enfant avait besoin d'une collation, d'aide avec un jeu ou de la permission de trouver un parent qui était devenu indisponible. Quand j'ai finalement atteint les escaliers, Brooke a chuchoté, « S'il te plaît, ne fais pas de scène. » Tout le monde passe un si bon moment. Leur bon moment dépendait de mon silence. Cette nuit-là, j'ai ouvert le carnet que je tenais depuis le lycée et j'ai ajouté une autre entrée, accord rompu.
Temps total, 7 heures. Dîner encore manqué. J'ai photographié chaque page et sauvegardé les images. Il ne s'agissait pas de monter un dossier. Il s'agissait de préserver ma réalité contre une famille qui pouvait réécrire n'importe quel événement en répétant une version plus jolie. Selon eux, j'adorais le babysitting. Selon eux, j'étais timide avec les adultes. Selon eux, personne ne me forçait. Pendant ma 2e année, mes 2 vies se sont encore plus éloignées. À Ann Arbor, j'ai présenté un projet de recherche, obtenu un stage d'été rémunéré et appris à parler dans des salles où les gens écoutaient. De retour à la maison, les demandes sont devenues plus formelles. Début décembre, Brooke a envoyé un programme de Noël listant les repas, les photos, un échange de cadeaux et, Olivia, enfant à l'étage, 14h à 20h30. Elle avait placé mon nom à côté d'un quart de travail comme si elle gérait une employée. Maya a regardé par-dessus mon épaule. Ta famille te paie? Non. Tu as accepté? Non. Alors pourquoi est-ce sur le programme? J'ai appelé maman et j'ai dit que je rentrais pour célébrer, pas pour superviser les enfants de tout le monde. Elle a soupiré et a dit que Brooke était débordée. Les proches s'attendaient à l'arrangement habituel, et changer les plans serait embarrassant. Quand je lui ai rappelé que Noël était dans 2 semaines, elle a répondu « N'en fais pas une confrontation ». Cela a tout clarifié. La confrontation n'était pas le programme. La confrontation, c'était moi qui m'y opposais. J'ai ensuite appelé grand-mère Evelyne et j'ai demandé si mon fonds pour l'université était conditionnel à des faveurs familiales. Sa voix est devenue ferme. Ton grand-père a économisé cet argent pour ton éducation. Personne ne peut y attacher des corvées, des visites, de l'obéissance ou de l'approbation. Brooke ne contrôle pas le compte. Tes parents ne le contrôlent pas. C'est moi qui le contrôle. Pour la première fois, j'ai compris que la menace de Brooke avait toujours été vaine. Elle avait utilisé le langage du sacrifice financier pour créer une autorité qu'elle ne possédait pas. J'ai remercié grand-mère, acheté un billet de train pour Ann Arbor pour le lendemain de Noël et imprimé le programme de Brooke. Je rentrerai à la maison une dernière fois sous les anciennes attentes, mais je ne jouerai pas le rôle qu'il m'avait préparé. La distance avait échoué. Une limite devrait faire ce que la distance ne pouvait pas faire. Le matin de Noël a commencé avec Brooke prétendant que notre conversation n'avait jamais eu lieu. Elle est arrivée avant midi avec des cadeaux tout en dirigeant Mark, son mari, vers la cuisine. Leurs 3 enfants sont entrés derrière eux, suivis par des proches avec plus de sacs, de manteaux et de suppositions. Maman a salué tout le monde avec la gaieté anxieuse qu'elle utilisait quand elle voulait une fête parfaite au point d'ignorer la personne qui la rendait possible. Papa a ouvert le vin. La musique jouait. J'ai aidé à préparer la nourriture parce que je l'ai choisie, non parce que quelqu'un me l'avait assignée. À 14 heures, l'heure imprimée à côté de mon nom, Brooke m'a tendu un sac à dos rempli. Les collations sont à l'intérieur. Emmène tout le monde à l'étage. Je ne l'ai pas pris. J'ai dit à maman, je ne fais pas de babysitting aujourd'hui. Brooke continuait de sourire. Maman a dit, tu étais émotive à cause des examens. Nous avons décidé de ne pas en faire toute une histoire. Nous. Olivia, tout le monde est là. Ne rends pas les choses bizarres. Les enfants se rassemblaient déjà parce que leurs parents leur avaient dit de me trouver. Tante Carole a fait un signe et a appelé, leur babysitter préféré leur a manqué. Maman regardait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine sans intervenir. Le système dépendait de la croyance que je serais embarrassé avant eux. J'ai mis mes mains derrière mon dos. Non. Le sourire de Brooke a disparu. Tu punis les enfants parce que tu veux de l'attention. Leurs parents sont dans cette maison. Mark a levé les yeux. Les conversations des adultes se sont estompées suffisamment pour que tout le monde entende. Brooke a baissé la voix. Tu fais toujours ça. Tu es doué pour ça. J'étais doué pour y survivre. Maman s'est précipitée. Aide juste jusqu'au dîner. Nous avons fait cet accord l'année dernière. Vous l'avez rompu. Papa a dit que ce n'était pas le moment de protester. Je lui ai rappelé qu'il avait dit la même chose chaque année. Brooke s'est tourné vers les proches et a annoncé, apparemment, l'université a appris à ma sœur qu'aider la famille est de l'oppression. Quelques personnes se sont tortillées mal à l'aise. Personne ne s'est porté volontaire pour me remplacer. L'après-midi a révélé combien de travail avait été caché à l'étage.
Chaque interruption qui disparaissait autrefois derrière ma porte fermée atteignait maintenant les adultes. Quelqu'un avait besoin d'un verre. Quelqu'un voulait de l'aide avec un jouet. Un désaccord a interrompu l'histoire de papa. Maman a quitté la cuisine à plusieurs reprises. Brooke a essayé de maintenir une conversation, puis s'est arrêté toutes les quelques minutes. Rien de catastrophique ne s'est produit. Les parents ont simplement dû être des parents, et la fête ne flottait plus sur un travail invisible. Je suis resté en bas au lieu de me cacher. J'ai parlé avec grand-mère, aidé à disposer les petits pains et rejoint une conversation sur mes recherches. Chaque fois qu'un enfant s'approchait, je répondais gentiment, puis je le redirigeais vers un parent s'il avait besoin d'aide. Brooke observait avec une irritation croissante. Elle s'était attendue à l'obéissance ou à une explosion émotionnelle. Une participation calme ne lui donnait rien qu'elle puisse utiliser. Avant le dîner, je l'ai entendue se plaindre à Mark dans le couloir. Elle fait ça pour m'humilier. Elle sait que j'ai dit à tout le monde qu'elle s'occuperait des enfants. Mark semblait confus. Tu m'as dit qu'Olivia aimait ça. Elle aime ça. Elle veut marquer un point. Non, ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. Je l'ai toléré parce que chaque fois que je m'y suis opposé, vous m'avez tous traité d'égoïste. Mark a regardé d'elle à moi, et j'ai vu la première fissure dans une histoire qu'il avait acceptée pendant des années. Au dîner, j'ai pris la dernière chaise vide à côté de grand-mère. Brooke a regardé de l'autre côté de la table. Qui les surveille? Leurs parents. Pour la première fois en 5 Noël, j'ai mangé pendant que la nourriture était chaude. Grand-mère m'a interrogé sur mon stage. Mark m'a interrogé sur mes recherches. Une cousine a admis qu'elle avait supposé que j'étais payé. Maman a essayé de rediriger la conversation, mais les questions avaient commencé. La version des événements de Brooke perdait sa protection parce que j'étais présente pour répondre moi-même. Au milieu du dîner, Brooke a levé son verre. J'espère que tout le monde apprécie la leçon que Olivia nous enseigne sur l'individualisme. J'ai posé ma fourchette. J'enseigne une seule leçon. Demander est différent d'assigner. Tu es leur tante, et tu es leur mère. Les mots ont atterri sans crier. Mark a baissé les yeux. Grand-mère est restée immobile, mais l'approbation se lisait dans ses yeux. Brooke a repoussé sa chaise. Tu rentres à la maison, tu profites de notre nourriture et tu ne contribues en rien. J'ai aidé à cuisiner, à mettre la table, j'ai apporté des cadeaux et j'ai voyagé 4 heures. La seule contribution que tu reconnais est celle qui te libère de ta propre responsabilité. Personne ne l'a défendu. Brooke a quitté la table, et j'ai fini de dîner lentement. J'ai mangé de la tarte aux pommes, j'ai rejoint la photo de famille et je ne suis monté que lorsque j'ai choisi de dormir. Sur mon bureau se trouvait le programme imprimé. J'ai barré mon quart de travail à signer et j'ai écrit à côté, premier Noël auquel j'ai assisté. Brooke avait perdu le contrôle de la journée, et les gens comme Brooke n'acceptent pas une limite tant qu'ils n'ont pas testé toutes les menaces à leur disposition. L'embuscade m'attendait le lendemain matin. Maman, papa et Brooke étaient assis dans le salon avant que je ne descende. Mark n'était pas là. Les proches non plus. Sans public, Brooke n'avait plus besoin de son sourire de fête. Ce que tu as fait hier était cruel, a-t-elle commencé. Tu m'as fait passer pour une irresponsable devant tout le monde. Tu as dit à tout le monde que j'avais accepté de travailler pour eux. Je t'ai corrigé. Maman a dit que j'avais embarrassé la famille. Papa a dit que les adultes acceptaient parfois des tâches qu'ils n'aimaient pas. J'ai écouté jusqu'à ce que leurs arguments commencent à se répéter, puis j'ai posé une question. Pourquoi ma fête est-elle moins précieuse que la vôtre? Personne n'a répondu directement. Maman a dit que j'avais moins de responsabilités. Papa a dit que je comprendrais quand je serais plus âgé. Brooke a dit que j'étais jalouse parce que l'attention de la famille allait naturellement aux personnes ayant de vraies vies. Cette phrase a fait mal, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. Elle a fait mal parce qu'elle a révélé à quel point elle croyait peu que ma vie comptait, sauf si elle servait la sienne. Je me suis levé. Alors c'est fini. Je ne rentrerai pas pour les vacances si l'invitation est en réalité un horaire de travail. Brooke m'a suivi vers les escaliers. Tu penses que tu peux prendre tout ce que cette famille te donne et t'en aller quand nous avons besoin de quelque chose? Qu'est-ce que vous m'avez donné? Sa réponse est venue immédiatement. Ton éducation. Maman semblait mal à l'aise. Papa a froncé les sourcils, mais Brooke était déjà engagée.
Elle a sorti son téléphone et a dit, peut-être que grand-mère doit entendre à quel point tu es devenue ingrate. Peut-être que le fonds d'éducation devrait aller à quelqu'un qui comprend la famille. Elle a appelé Evelyne sur haut-parleur avant que quiconque puisse l'arrêter. Grand-mère a répondu à la 4e sonnerie. Brooke a expliqué que j'avais refusé d'aider à Noël, que je l'avais insulté devant les proches et que j'avais menacé d'abandonner la famille. Puis elle a demandé si grand-mère pouvait suspendre mon prochain paiement de frais de scolarité jusqu'à ce que je m'excuse. Le silence du téléphone a duré 3 secondes. Non, a dit grand-mère. Brooke a cligné des yeux. Tu n'as pas entendu toute l'histoire. J'en ai assez entendu. Olivia m'a appelé il y a 2 semaines parce que quelqu'un lui avait fait croire que son éducation dépendait de la garde d'enfants non rémunérés. Était-ce toi? Le visage de Brooke a changé. Je ne l'ai jamais dit comme ça. Tu viens de me demander de retenir les frais de scolarité comme punition. Maman a essayé d'interrompre, mais grand-mère a continué. Elle a expliqué que le compte appartenait à une fiducie créée par grand-père, que Brooke n'avait aucune prétention légale ou morale dessus, et que la famille n'avait pas le droit de convertir l'éducation en levier. Puis elle a posé une 2e question. Combien de dîners de Noël Olivia a-t-elle manqué pendant que vous mangiez tous en bas? Personne n'a répondu. C'est bien ce que je pensais, a dit grand-mère avant de raccrocher. Brooke a fixé son téléphone comme s'il l'avait trahi. La menace qu'elle avait utilisée pendant des années s'était effondrée devant les mêmes personnes qu'elle voulait impressionner. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Même alors, Brooke ne s'est pas excusée. Elle m'a accusé de manipuler grand-mère et de diviser la famille. Je suis monté, j'ai fait ma valise et je suis revenu avec le carnet. Je l'ai posé sur la table basse, ouvert aux pages datées, et je les ai laissés voir les heures. Je n'ai pas lu chaque entrée. Je n'en avais pas besoin. Maman a mis la main sur sa bouche quand elle a vu 5 Noëls consécutifs enregistrés de ma main. Papa a feuilleté 2 pages, puis s'est arrêté. Brooke a refusé de regarder. Voilà ce que vous appeliez aider, ai-je dit. J'appelais ça mon enfance. Je suis parti avant qu'il ne puisse construire un autre argument. Dans le train pour Ann Arbor, j'ai bloqué Brooke, maman et papa. Puis j'ai mis en sourdine le chat de groupe de la famille élargie et j'ai envoyé un message à grand-mère pour lui dire que j'étais en sécurité. Le soulagement est venu en premier. Le chagrin a suivi plus tard. Couper le contact n'effaçait pas la partie de moi qui voulait encore qu'ils comprennent sans y être forcé. Mais chaque kilomètre entre Nipville et le campus rendait une vérité plus claire, dire non n'avait pas brisé la famille. Cela avait seulement retiré la personne qu'ils utilisaient pour maintenir un système injuste. La première semaine de silence semblait anormale. Je prenais mon téléphone chaque fois qu'il vibrait, puis je me souvenais que j'avais bloqué les personnes les plus susceptibles d'envoyer une autre accusation. J'ai étudié, travaillé à la bibliothèque et passé le réveillon du Nouvel An avec Maya et des amis dans le salon de notre résidence. À minuit, j'ai réalisé que c'était le premier compte à rebours de vacances que je regardais sans surveiller les besoins de quelqu'un d'autre. La liberté faisait du bien. L'absence de ma famille non. L'information me parvenait toujours. Ma cousine, Lorraine, m'a envoyé un message via une application que j'avais oublié de bloquer. Elle ne m'a pas poussé à me réconcilier. Elle a simplement écrit « Tu devrais savoir ce qui s'est passé après ton départ ». Brooke et Mark s'étaient disputés dans l'allée parce qu'il avait cru que je me portais volontaire chaque année. Quand il a appris que je m'étais opposé à plusieurs reprises, il a demandé pourquoi Brooke m'avait décrite comme quelqu'un qui aimait le babysitting. Le lendemain matin, tante Carole s'est plainte dans le chat familial que personne ne l'avait prévenue qu'elle devrait superviser ses propres jumeaux. Lorraine a répondu « Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de te prévenir ?» Cette question a ouvert une conversation que la famille avait évitée pendant des années. Plusieurs proches ont admis qu'ils avaient supposé que j'étais payé. L'un d'eux a dit que Brooke lui avait dit que mon babysitting était un remboursement parce que maman et papa couvraient mes frais de scolarité. Grand-mère a corrigé l'affirmation dans le chat de groupe, l'éducation d'Olivia est financée par la fiducie de son grand-père. Elle n'a jamais dépendu de la garde d'enfants. Les proches ont commencé à revoir de vieilles photographies et à remarquer que j'étais absente des repas et des échanges de cadeaux. Lorraine a publié un des programmes de Brooke avec mon nom assigné au quart de travail à l'étage. Brooke a accusé tout le monde d'attaquer une mère qui travaille. Mark a quitté le chat. Les conséquences pratiques sont arrivées ensuite.
Brooke et Mark avaient prévu un voyage d'hiver de 4 jours, s'attendant à ce que maman prenne leurs enfants. Maman, dépassée et embarrassée, a refusé. Une agence de garde d'enfants a proposé des tarifs de vacances, et le coup les a forcés à annuler. Une semaine plus tard, Brooke a manqué un événement de réseautage en soirée parce que la gardienne régulière qu'elle prétendait avoir n'existait pas. Son directeur régional y a annoncé une mission client majeure, et elle est allée à un collègue qui était présent. La perte n'a pas détruit sa carrière, mais elle a endommagé l'image qu'elle appréciait le plus, la femme qui pouvait tout gérer parce que d'autres personnes absorbaient discrètement ce qu'elle évitait. Son mariage a changé aussi. Mark a séparé leurs dépenses discrétionnaires après avoir appris que Brooke avait utilisé de l'argent commun pour de fréquentes sorties tout en prétendant que la garde d'enfants était gérée au sein de la famille. Il a insisté pour qu'ils engagent une gardienne régulière et partagent les frais sur leur budget personnel. Le coup a reporté une rénovation de cuisine et un autre week-end de luxe. Ce n'étaient pas des punitions que j'ai inventées. C'étaient des coûts ordinaires qui avaient toujours existé. Brooke me les avait transférés jusqu'à ce que je me retire. Puis elle a commis l'erreur qui a nui à sa crédibilité sociale. Sur son petit compte de style de vie, elle a publié un message sur les parents ingrats qui abandonnent les enfants pendant les vacances. Lorraine a répondu publiquement, sans insulte, que j'avais été assigné à la garde d'enfants non rémunérés pendant 5 Noëls et menacé de la perte d'un fonds universitaire que Brooke ne contrôlait pas. Mark ne l'a pas défendu. 2 entreprises locales qui avaient occasionnellement sponsorisé les publications de Brooke lui ont demandé de retirer leurs identifications le temps d'examiner la situation. Elle a supprimé le message, mais des captures d'écran sont restées. Pour quelqu'un dont l'identité dépendait de paraître généreuse et admirée, l'exposition a fait plus mal que le voyage annulé. Exactement 3 semaines après mon départ, Maya a regardé par la fenêtre de notre chambre de résidence et a dit « Il y a 3 personnes en bas qui ont l'air d'attendre dans le froid depuis longtemps. » Maman, papa et Brooke attendaient dans le hall. Maman tenait le carnet que j'avais laissé. Papa avait l'air plus vieux. Brooke ne portait pas de maquillage et gardait les bras croisés. Non pas par confiance, mais par défense. J'ai failli faire demi-tour. Puis je me suis souvenu que les limites ne se prouvent pas en évitant chaque conversation. Elles se prouvent en décidant des termes. J'ai demandé à l'agent d'accueil de les diriger vers un coin salon public et je suis resté debout quand ils se sont approchés. Papa a parlé en premier. Nous avons lu le carnet. En entier? Il a hoché la tête. Nous ne nous souvenions pas de ces jours de la même manière que toi. C'était ça le problème. Vous aviez des vacances. J'avais des quarts de travail. Maman a dit qu'elle avait confondu ma fiabilité avec mon consentement. Chaque fois que je me plaignais, elle traitait cela comme de l'immaturité parce que reconnaître la vérité l'aurait obligée à défier Brooke et à déranger tout le monde. J'ai choisi la paix pour tout le monde sauf pour toi, a-t-elle admis. Papa s'est excusé d'avoir utilisé le devoir et la gratitude pour mettre fin à des conversations qu'il ne voulait pas avoir. Puis Brooke a dit, tout le monde pense que je suis un monstre. Es-tu venu parce que tu m'as fait du mal ou parce que les gens l'ont découvert? Sa mâchoire s'est crispée. Les deux. Ce n'était pas parfait. C'était crédible. Elle a admis qu'elle avait construit sa vie autour de l'hypothèse que j'absorberais toujours les parties gênantes. Elle a dit à Mark que j'aimais le babysitting parce que la vérité la faisait paraître égoïste. Elle a répété le mensonge sur les frais de scolarité parce que cela transformait mon travail en remboursement. Quand j'ai refusé, elle a essayé de rendre le coût de dire non assez élevé pour que je cède. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je sais que le coût était déjà élevé. C'est toi qui le payais. Je voulais que cette phrase répare tout. Ce ne fut pas le cas. La compréhension est arrivée. Mais la confiance n'a pas suivi automatiquement. Je leur ai dit qu'il y aurait des conditions avant toute reprise de contact. Personne ne proposerait mon temps. Personne ne lierait l'argent à l'affection. Personne ne me traiterait d'égoïste pour avoir refusé la garde d'enfants. Brooke corrigerait sa publication publique et l'histoire qu'elle avait répandue. Mes parents arrêteraient de parler pour elle. Toute future invitation de vacances m'inclurait en tant qu'invité, pas en tant que ressource. Brooke a commencé à s'opposer à la correction publique, puis s'est arrêtée quand papa a dit « Elle ne devrait pas porter un mensonge parce que la vérité nous embarrasse ». Je leur ai donné une semaine pour décider s'ils pouvaient accepter les limites sans négociation. Aux portes du hall, maman a demandé si elle pouvait me serrer dans ses bras. J'ai dit « Pas encore ».
Son visage s'est décomposé, mais elle a hoché la tête. Cette petite acceptation comptait plus qu'une excuse spectaculaire. Pour la première fois, j'ai fixé une limite, et quelqu'un dans ma famille l'a laissé debout. Brooke a publié sa correction 4 jours plus tard. Ce n'était pas élégant, mais c'était direct. Elle a écrit qu'elle avait supposé à plusieurs reprises que sa sœur cadette fournirait la garde d'enfants pendant les vacances familiales, avait présenté l'arrangement comme volontaire et avait utilisé un fonds universitaire qu'elle ne contrôlait pas comme une menace. Elle s'est excusée auprès de moi, de marquer des proches qu'elle avait induits en erreur. La publication lui a coûté des abonnés, 2 petits partenariats et l'image soignée qu'elle avait passé des années à protéger. Elle l'a laissé en ligne malgré tout. Mes parents ont commencé une thérapie, d'abord ensemble, puis avec moi par appel vidéo. Les progrès étaient inégaux. Maman s'excusait parfois, puis expliquait trop. Papa défendait occasionnellement la façon dont les familles étaient dans sa génération. J'ai appris à mettre fin aux conversations lorsque la responsabilité se transformait en justification. Ils ont appris que l'accès à moi n'était plus garanti par la biologie. Les conséquences pour Brooke ont duré au-delà des excuses. Elle et Marc ont payé pour une garde d'enfants régulière, reportant leur rénovation et réduisant leur voyage. Elle n'a pas obtenu la mission client qu'elle voulait, et reconstruire la confiance au travail a pris des mois. Marc a exigé une thérapie de couple avant de combiner à nouveau leurs finances. Les parents éloignés ont cessé de traiter Brooke comme l'organisatrice automatique. Pour la première fois, elle a dû demander de l'aide et accepter un non sans représailles. Ces coups n'étaient pas de la cruauté. C'était le prix à payer pour vivre sans une personne invisible portant ses responsabilités. Je ne suis pas redevenu proche de Brooke. Nous échangions des messages occasionnels. Elle envoyait des vœux d'anniversaire sans y joindre de demande. Pendant les vacances de printemps, elle a demandé si je voulais venir en visite. J'ai refusé car j'avais des projets. Elle a répondu, compris. Une autre fois. J'y ai fixé ces mots ordinaires pendant longtemps. Dans notre relation, ils étaient la preuve d'un changement. Avant le Noël suivant, j'ai enregistré un message vocal que je n'ai jamais envoyé. J'ai dit à Brooke qu'une partie de moi aimait toujours la sœur qui m'avait appris à faire du vélo. J'ai aussi dit que l'amour n'effaçait pas les années où elle avait transformé ma patience en permission. Puis j'ai supprimé l'enregistrement. Je n'avais pas besoin qu'elle entende chaque vérité privée pour que ces vérités soient valides. Le 25 décembre, je suis resté à Ann Arbor avec Maya et des amis qui ne pouvaient pas voyager. Nous avons cuisiné trop de nourriture, échangé des cadeaux bon marché, nous sommes disputés à propos d'un jeu de société et avons pris une photo de groupe où toutes les personnes qui ont contribué à la soirée étaient présentes. Tard cet après-midi-là, maman a envoyé une photo de la maison. Adultes et enfants étaient ensemble dans le salon. Personne n'avait été envoyé à l'étage. Brooke se tenait près du fond, tenant un plateau de collation. En dessous, maman a écrit « Ta chaise est ici quand tu le choisiras ». Aucune tâche attachée. Je suis allé leur rendre visite 2 jours plus tard. Personne ne m'a tendu de sac. Brooke m'a demandé si je voulais un café. Maman m'a interrogé sur mon semestre. Papa a écouté la réponse. Au dîner, Brooke s'est levée et s'est excusée auprès de toute la famille. J'ai traité la fiabilité d'Olivia comme quelque chose qui m'appartenait, a-t-elle dit. Je l'ai rendue responsable de la protection de l'image d'une famille qui ne la protégeait pas. Puis elle s'est assise et a vécu avec l'inconfort de la vérité. J'ai accepté ses excuses, mais je n'ai pas promis que tout reviendrait à la normale. La normale avait été le problème. Nous construisions quelque chose de plus petit, de plus lent et de conditionnel. Je pouvais aimer ma famille sans renoncer à mon temps. Je pouvais pardonner des parties du passé sans rouvrir toutes les portes. Je pouvais être gentil sans devenir disponible sur commande. Pendant des années, j'ai imaginé que la vengeance signifierait de faire sentir à Brooke aussi impuissante que je m'étais senti. J'avais tort. La conséquence la plus satisfaisante n'était pas ses vacances annulées, sa réputation endommagée, son opportunité perdue ou ses factures de garde d'enfants. C'était de voir ma famille comprendre la valeur du travail qu'ils avaient méprisé et de savoir que je n'aurais plus jamais besoin de leur permission pour protéger ma vie. La famille devrait être un endroit où la générosité est appréciée, pas extraite. L'éducation m'a donné plus qu'un diplôme. Elle m'a donné la connaissance, l'indépendance et le langage pour reconnaître un schéma malsain. Le mot non ne m'a pas rendu déloyal.
Il a rendu chaque futur oui honnête. Alors dites-moi, si votre famille traitait votre temps comme quelque chose qui lui appartenait, combien de temps continueriez-vous à vous sacrifier avant de tracer une ligne? Et s'il s'excusait enfin, reconstruiriez-vous lentement ou choisiriez-vous la paix à distance? Souvenez-vous de ceci, une limite n'est pas une vengeance. C'est parfois la première preuve que votre vie vous appartient enfin. Nous espérons que cette histoire vous a offert une fin satisfaisante et réfléchie. Tous les événements de cette vidéo sont fictifs et ne sont destinés qu'au divertissement et à la réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que les gens qui méprisent votre douleur vous font attendre leur pardon. Mais le pardon n'est pas la même chose que le retour. Parfois, le pardon le plus précoce se produit à distance.